C'est parti pour 18 km jusqu'à Sauvelade, principalement en descente, et on aura deux petites crêtes à passer avant l'arrivée. Et aujourd'hui, les Pyrénées sont cachées dans les nuages. On n'était pas beaucoup au gîte municipal hier. Sur une capacité de 15 lits, on était 4. Nous deux et deux dames qui sont parties un peu avant nous, qui font le chemin par petits bouts. Elles sont arrivées hier en voiture de la Normandie et elles sont parties ce matin. Ça nous a étonné qu'on soit que 4 parce que depuis le début de ce chemin, on nous dit « les gîtes seront complets, c'est difficile de réserver 2 jours à l'avance ». Mais en fait, on a toujours trouvé des lits libres dans nos gîtes. Et ça n'est pas étranger à un phénomène dont je vais vous parler tout à l'heure, après m'être réveillé. Quel est ce phénomène ? Pour en avoir parlé avec pas mal d'hébergeurs, il se trouve que de plus en plus de personnes, pas la majorité heureusement, et quelques groupes réservent plusieurs gîtes en même temps, pour le même jour. Et ils choisissent au dernier moment, sans annuler les autres réservations qu'ils avaient faites. Si bien que quand quelqu'un qui réserve par exemple 2 jours à l'avance appelle, il n'y a plus de lit libre. Alors que si les gens avaient annulé, parce qu'ils ont déjà choisi leur gîte, il y aurait des lits libres. La conséquence de cette pratique, que j'appellerais la réservation redondante, c'est que quand on veut réserver un gîte, on ne peut pas parce qu'ils sont tous complets. Et pour les hébergeurs, c'est un manque à gagner. Parce qu'ils comptaient sur un certain nombre de lits occupés et ils se retrouvent avec des lits vides, alors que les gens n'ont pas prévenu qu'ils ne viendraient pas au gîte. C'est peut-être pour ça qu'un certain nombre de gîtes, et en particulier de gîtes communaux, demandent qu'on envoie un chèque d'art pour confirmer la réservation. Ce qui est la moindre des choses. L'autre conséquence pour les marcheurs, en tout cas ceux qui réservent 3 jours à l'avance, ce qui est mon cas quand je marche seul, c'est qu'on se retrouve quelquefois à devoir faire 30 km au lieu de 20. Évidemment, quand on a fait 30 km au lieu de 20 et que le lendemain on apprend par Radio Camino que le gîte dans lequel on comptait dormir avait finalement des places libres, on l'a un peu mauvaise contre les personnes qui pratiquent la réservation redondante. Il y a 4 ans, je n'avais pas entendu parler de ce phénomène-là. Alors je ne sais pas si c'est une évolution de la population du chemin ou tout simplement une évolution de notre société. Cette histoire de réservation me fait penser qu'il faut que j'appelle l'alberguer de Bellorado, que j'avais réservé depuis un bail maintenant, et qui vient de m'envoyer un message m'informant que la municipalité a décidé de conduire des travaux de rénovation urgents dans l'alberguer, et donc qu'il fallait que j'annule. Eh ben, bravo la municipalité. En pleine saison, c'est ce qui s'appelle
une planification réussie. Dans leur message, ils m'indiquaient qu'ils pouvaient me trouver un logement de remplacement, Clémentine et moi. Et tout ce qu'ils m'ont envoyé, ce sont des liens booking. Ben ça, je peux le faire tout seul. Hein. Donc, je vais les appeler tout à l'heure pour en avoir le cœur net. Parce que j'aime bien parler à des personnes. Il y a une voiture qui vient de s'arrêter près de nous, qui est conduite par un ancien pèlerin qui vient de faire le Camino Portugues, quelqu'un du coin. On a discuté un peu, il nous a indiqué la boulangerie, et si on insistait que la boulangerie pourrait nous faire un café. Il nous a dit, dites à la boulangerie que c'est Adrien qui nous a indiqué votre boulangerie et que il nous a dit que vous pourriez nous faire un petit café. Ça c'est chouette, c'est ça le chemin, ce genre de rencontre inopinée. Parce que bon, quand on se balade dans notre coin, c'est rare qu'une voiture s'arrête pour nous indiquer la boulangerie la plus proche quand on n'a rien demandé. Bon, il y a Adrien qui nous a dit que tu nous feras un café. Donc à bout de la caféine, sinon je te lance un croissant. Et nous arrivons à Argagnon. Et il me semble bien que les deux personnes devant nous, ce sont deux Australiens, deux Anglais, enfin deux anglophones qu'on avait vus au tout début de notre chemin. Et là on se retrouve. Oui, il me semble que c'était entre Aumont-Aubrac et Nasbinal. Et je m'étais dit, il a du mérite de se balader en plus de son sac à dos avec sa sacoche, où si je me souviens bien, il y a son matériel de photo. Bon, on sort un peu du chemin, histoire d'aller voir où on peut prendre un café. Le coup d'Adrien a marché. Bien, après cette pause second petit déjeuner, il est temps de repartir et il nous reste 11 km à faire. Il y a un paquet de camions qui circulent sur cette route. Nous traversons la gave de Pau. Gave, ça signifie cours d'eau ici. Et cet hydronyme a des racines pré-celtiques. La gave de Pau prend sa source dans le cirque de Gavarnie et l'une des sources qui l'alimente. La suite après la voiture. Je disais donc que la gave de Pau prend sa source dans le cirque de Gavarnie et que l'une des sources qui l'alimente, c'est la source miraculeuse de Lourdes. Si je me baigne dedans, peut-être que j'arriverai à me téléporter. Et si on allait dormir dans les magasins d'ameublement? Ouais, c'est une idée. Et nous arrivons à Maslac. Et là, après avoir fauché l'herbe, on la retourne avec des râteaux mécaniques rotatifs. Le bruit de la civilisation, des fois,
C'est agressif. Quand j'étais petit, on retournait le foin avec des râteaux en bois à double denture. Ah, frère Jean-Jacques, ça y est, vous avez organisé notre dernier transfert de fonds jusqu'à la Terre Sainte? Ça y est, c'est fait. Mais bon, je ne sais pas pourquoi les nobles nous confient ces transferts de fonds. Ils pourraient se les organiser eux-mêmes, leurs transferts. Ah, mais ça, c'est parce qu'ils nous font confiance. C'est parce qu'ils savent qu'on est des guerriers d'élite, qu'on a fait vœu de pauvreté, donc qu'on va pas mettre 2-3 louis d'or à gauche, et puis qu'on va pas piquer dans leur réserve de saucissons. Oui, enfin, ça mobilise quand même pas mal de monde. Même si on se partage le boulot avec les hospitaliers, moi je trouve qu'il faudrait trouver un autre système pour éviter de se tramaler du pognon comme ça depuis l'Europe jusqu'en Terre Sainte. À part l'opération du Saint-Esprit, je vois pas trop. Bien écoutez, frère Jean-Claude, j'ai bien une petite idée. Je dirais même une idée assez révolutionnaire. Je me suis étonné moi-même. Étonnez-moi, mon petit frère Jean-Jacques. Étonnez-moi. Vous êtes d'accord que pour aller, mettons, de Paris en Terre Sainte, ça prend un peu de temps. Ah ben ça, les lignes régulières sont pas vraiment courantes. Vous êtes d'accord que le voyage est assez dangereux, vu les contrées que les pèlerins traversent. Les nobles ont qu'à se payer des hommes d'armes, au lieu de remplir leurs chariots avec des édredons pour avoir plus chaud la nuit. Parce que les édredons en Terre Sainte, c'est un peu superflu. J'entends bien vos objections, mais l'idée que je vais vous soumettre pourrait en plus nous rapporter un peu de pognon. Ah, là vous m'intéressez. Enfin, je vous rappelle quand même le deutéronome. Sans remettre en cause le deutérium. Ce serait comme qui dirait la fusion du deutérium et du pognon. Laissez-moi vous expliquer ça, mais ce que je vous propose, c'est de manger un peu parce que il reste 2-3 quignons de pain dans la huche. Frère Jean-Claude, pourquoi il faut toujours monter à l'étage quand on veut aller manger? C'est pour que nous ne succombions pas trop vite à la tentation, frère Jean-Jacques. Vous auriez pu éviter l'escalier de Meunier, frère Jean-Claude. Bon, on va se trouver un endroit où casser la croûte, de préférence pas avant une côte, parce qu'après il faut digérer et monter la côte. Il me semble que là-bas ça doit être le complexe pétrochimique de Lac. Lac qui est un gisement de gaz naturel et de soufre. Bon, pause pique-nique. Bien, après cette pause pique-nique, il est temps de repartir et il nous reste 5 km à faire. Alors, frère Jean-Jacques, parlez-moi un peu de cette idée brillante que vous avez eue. Alors voilà, on a des fonds un peu partout dans nos commanderies, en Europe et en Terre Sainte. Donc je m'étais dit que les pèlerins qui veulent voyager pourraient déposer leurs fonds dans une de nos commanderies en Europe et ils les récupéreraient, ou ils récupéreraient l'équivalent quand ils arrivent en Terre Sainte. Comme ça, ils voyagent sans argent.
Oui, c'est une idée, mais vous me disiez tout à l'heure que on pourrait en tirer quelques bénéfices. Comment? Eh bien, on fait payer nos services, tout simplement. Le pèlerin arrive, il dépose son argent, on lui établit un bon de dépôt. En toutes petites lettres, on lui inscrit quelques frais dont on lui parle surtout pas, comme chez les banquiers lombards. Et après, il apprend qu'il y a eu des frais sur ces transactions en arrivant en Terre Sainte. Oui, enfin, ça c'est pas très deutéronomo-compatible, si vous passez l'expression. Ah, c'est vrai. C'est vrai, c'est embêtant. Quoique le pèlerin, il dépose ses fonds en Europe dans la monnaie qui accourt là où il les dépose. Mais quand il les retire en Terre Sainte, c'est pas la même monnaie. Donc il y a des opérations de change. Oui, et donc? Mais frère Jean-Claude, les opérations de change, nous on n'y peut rien si les monnaies sont pas les mêmes. C'est le marché. Et le marché, c'est Dieu. Si je peux me permettre, frère Jean-Jacques, votre dernière idée, ça me paraît un poil hérétique. Ah mais frère Jean-Claude, j'ai épluché tous les textes, y compris le Deutéro machin là. Rien ne nous l'interdit. Sinon, on y perd de l'argent. Vous avez déjà vu un banquier perdre de l'argent sur des opérations vis-à-vis des particuliers? Bon, admettons. On autorise les opérations de change et on en tire quelques bénéfices. Au fait, qui est-ce qui définit les cours? Ben, le marché. Enfin, nous par l'intermédiaire du marché. Parce que je vous signale que on est quand même les vicaires du Seigneur. Enfin, pas les vicaires en tant que tels, mais via le vicaire en chef qui est le pape. Au fait, le bon de dépôt, c'est une chose. Mais comment vous allez appeler le papier que vous allez donner au pèlerin pour qu'il retire son argent en Terre Sainte? Je pensais au chèque. Au chèque parce que il pourrait arriver en Terre Sainte et tirer un chèque. Tirer un chèque, oh, je vois pas trop pourquoi vous voulez l'appeler comme ça. C'est-à-dire qu'on combat les musulmans en Terre Sainte, les califats et tout le toutim. Et on n'utilise pas que des épées. Des fois, on tire sur les ennemis avec des arcs, et puis des fois on tue des chèques avec des arcs. Donc je m'étais dit que tirer un chèque, ce serait évocateur. Frère Jean-Jacques, je crois que ça pose un problème. Imaginez, on a tué tous les chefs des musulmans. Le pèlerin arrive, il dit je viens pour tirer mon chèque. Et on lui dit ah bah non, vous pouvez pas, on les a tous tués. On fait quoi? Il faut changer le nom de votre papier. Eh ben on va appeler ça une lettre de change. Le pèlerin arrive avec sa lettre de change qu'on a authentifiée. Et puis après, il n'a plus qu'à retirer le pognon pour aller manger des tapas en Terre Sainte. La suite, après la côte. Ah ben là, ils ont débroussaillé le chemin. Ce qui est pas mal du tout, en plus, ça évite de choper des tiques. Bon, frère Jean-Jacques, tout est validé par le grand patron. Vous préparez les parchemins, l'encre, les plumes nécessaires à toute la paperasse.
Excusez-moi, frère Jean-Claude, vous préféreriez pas plutôt que les pèlerins arrivent avec leur parchemin déjà rempli, on n'aurait plus qu'à les signer, et ça nous ferait quelques économies sur les fournitures. Frère Jean-Jacques, je vous rappelle que, outre des guerriers d'élite, nous sommes un ordre religieux. Donc la charité chrétienne, le deutéronome, le vœu de pauvreté, enfin tout ça, tout ça. Demandez aux gens d'arriver avec leurs papiers déjà remplis. Quelle idée! J'en ai des cauchemars. Les cauchemars de frère Jean-Claude resteront-ils des cauchemars? Ou se traduiront-ils quelques siècles plus tard dans la vie réelle? Eh bien tout ça, vous le saurez demain. Parce que là, il nous reste un peu plus de 2,5 km à faire. En plus que ça monte. Alors les gars, vous auriez bien plu à mes Templiers. Bon, l'étape est peut-être courte, mais ces 2 raidillons nous ont quand même bien entamés, d'autant plus qu'il fait lourd. Bon, maintenant, ça va descendre jusqu'à Sauvelade. Et il nous reste 1,5 km à faire parce que le gîte est juste à l'entrée du village. Ce que j'apprécie dans cette version du Camino 2026, c'est que là où précédemment j'avais fait les 3 étapes entre Aire-sur-l'Adour et Navarinx, on en fait 6. Si bien que ça fait des étapes cool, où on apprécie bien mieux le paysage, même si quand j'avais traversé cette région, le temps était pas très beau. Mais à vrai dire, je marchais un peu comme un automate parce qu'à chaque fois j'avais plus de 30 km à faire. Là, on prend vraiment le temps d'apprécier la marche. Alors généralement, en moyenne, nos étapes sont plus longues parce qu'il faut bien avancer un peu aussi. Mais j'ai pas prévu d'étape de plus de 30 km pour tout le reste du chemin. Et nous arrivons à l'église Saint-Jacques-le-Majeur. Notre Saint-Jacques à nous. Quand on voit ça, c'est bon signe. Et nous sommes arrivés. Bah, il est très bien ce gîte. Fin de cette étape de 18 km qui s'est bien passée, même si on a eu chaud à la fin. Nous sommes arrivés et nous sommes dans la chambre 2. Demain, ça va être 13 km jusqu'à Navarinx. Et nous entrerons après-demain dans le Pays Basque. À demain pour de nouvelles aventures.